Enfin, juste là, on peut l'applaudir pour le... Donc, Souhaib va parler pendant 30 ou 40 minutes et puis après, on pourra débattre de toutes ces questions. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, j'aime bien commencer toujours ma présentation par cette phrase-là. J'ai vu déjà qu'elle a fait sourire pas mal. Everybody has a plan until they get punched in the face, de Mike Tyson. Donc pourquoi cette phrase? Parce que ça représente très bien le quotidien des entrepreneurs et mon quotidien aussi. C'est-à-dire que tous les jours, on peut avoir des surprises. Les bonnes, ça compte pas. Les mauvaises, c'est ce qui va nous renforcer, c'est ce qui va nous conduire à un échec. Et cet échec-là, c'est important parce que c'est un moment où on sera découragé, on se remettra en question, mais il faut utiliser donc cette opportunité pour mieux se reconstruire et avancer. Donc Mike Tyson, il avait bien raison, on est en train de planifier, en train des fois même de rêver, et c'est bien de rêver ses projets, jusqu'à ce que, boum, voilà, tout s'effondre. Alors, pour passer sur cette petite présentation, je vais vous parler de Adrentor, qui est une idée de projet que j'ai proposé sur Startup Maroc et qui m'a permis de gagner un prix, le deuxième prix, celui de la publicité. Et je vais vous faire la présentation telle que je l'ai faite à Startup Maroc pour que vous ayez une idée à peu près de comment présenter une idée simple qui part d'un bout de papier jusqu'à, on va dire voilà, remporter un prix. Donc Adrentor. Alors imaginez quelques secondes pouvoir louer une voiture à moins de 50 dirhams, moins de 40 ou même à 0 dirhams. Voilà. C'est possible avec la voiture sponsorisée. C'est quoi le concept? C'est on prend une publicité et on la colle sur une voiture de location. Mais un peu plus en détail, il y a le concept, il est basé sur le business d'économie collaborative, un peu comme Airbnb, Uber. Et là, dans ce cas ici, on a les annonceurs, donc ceux qui souhaitent faire de la publicité, supposons CDI, Maroc Télécom, etc. On prend leur pub, on la pose sur une voiture de location. Ça permet à l'agence de location, elle, moyennant bien sûr un loyer de voiture, ça permet de ventiler ses prix, de faire des promotions intéressantes à ses clients et de les atteindre plus facilement. Et de vendre donc la voiture pas chère. Au final, le consommateur final, lui, il conduit une voiture pas chère en faisant de la pub pour un annonceur. Donc, quel est le challenge de ce concept-là? C'est d'apporter donc une solution aux annonceurs qui est d'augmenter la visibilité sur l'espace urbain et de créer une publicité qui est proche de sa cible et de réduire finalement le coût de publicité. Ok, donc Adrentor, c'est en anglais, bon, c'est une nouvelle manière de faire de la publicité en extérieur, donc à l'espace public. Les annonceurs qu'on peut viser sont les télécoms, les sociétés du style McDonald's, Food Company, les banques, etc. Et la target, c'est du mass market. Donc, au final, quelle solution on apporte, pour résumer plutôt, quelle solution on apporte aux annonceurs? C'est une publicité en outdoor, une publicité proche de sa cible, une publicité qui ne comprend pas les coûts de gaz, d'essence, et pas de coût de conducteur. Donc ça permet d'avoir une publicité relativement moins chère que ce qu'on peut trouver sur le marché, les affichages publicitaires, etc. Pour ce faire, donc la voiture, elle doit être équipée de quelques technologies. La première, ce serait un matching process qui va permettre de trouver les bons conducteurs pour la bonne publicité. Et
aussi, la deuxième technologie, ce sera un tracking GPS qui permettra de suivre le parcours de chaque publicité et pouvoir en déduire la performance. Alors, excusez-moi avant de repartir sur ça. Donc, on aura le GPS, le tracking par GPS et le processus de matching qui va nous permettre au final d'étudier précisément le comportement des conducteurs pour apporter une meilleure, on va dire, un meilleur matching, un meilleur process, un meilleur zoning et définir de mieux en mieux les prix de publicité. Donc, le tracking GPS, ça c'est un outil puissant et important donc, sur ce concept-là parce que c'est l'outil d'analyse et l'outil de mesure des performances. C'est un outil dédié spécialement aux annonceurs et comme vous le voyez ici, il y a une multitude d'informations qui permettent aux annonceurs de voir par où est passée leur publicité en zone urbaine ou en zone périurbaine ou sur l'autoroute et quel nombre de personnes elle a pu toucher ou potentiellement pu toucher. Parce que une voiture qui circule à l'heure de la prière à côté d'une mosquée n'est pas la même voiture qui circule à une autre heure sauf celle de la prière. Donc cet outil-là va rassurer l'annonceur dans ce qu'il paye, dans le service qu'il paye et de connaître exactement quelle zone ou le nombre de personnes que la publicité a été vue. Ça avance ou c'est bloqué? C'est bloqué? Ah, c'est bon. Maintenant, il faut parler de l'agence de location de voitures, parce que la collaboration avec l'agence de location de voitures, ça sera sous forme de partenariat. Et le partenariat dans un business est très important. Juste pour donner une définition rapide du partenariat, c'est une collaboration entre deux entités où il n'y aura aucun transfert d'argent, c'est-à-dire personne ne paie personne. C'est plus des services qu'on va s'échanger contre, supposons, je prends l'exemple de Amazon qui lui travaille avec les sociétés de livraison UPS et FedEx. Donc ils collaborent sous le partenariat. FedEx a accès à une grande commande et Amazon, lui, assure un bon service de livraison à ses clients. Donc pareil, l'agence de location de voitures, c'est le meilleur partenaire qu'on puisse avoir parce que on a accès directement à la disponibilité donc, de son parc de voitures et la disponibilité de sa clientèle et sa notoriété. Donc automatiquement, l'agence de location de voitures devient notre meilleur partenaire pour faire développer donc, le projet. Et pourquoi encore l'agence de location de voitures serait intéressée par collaborer avec Adrentor? C'est parce que nous lui permettons d'augmenter ses ventes, de louer facilement et rapidement ses voitures, de faire des promotions intéressantes à leurs clients, chose qui est très difficile dans ce domaine, et attirer de nouveaux clients. On peut voir rapidement le marché de la location de voitures au Maroc, alors en Afrique plutôt. La moyenne elle est autour de 40 €. Donc Adrentor, ce projet-là prend tout son sens quand on peut proposer une voiture à 50 dirhams ou à 0 dirhams. Sachant que le plus important dans les sociétés, c'est la communication et le transport. Pouvoir communiquer et pouvoir se déplacer. Au final, la voiture sponsorisée, elle apporte donc des prix cassés sur le marché. Elle permet aux agences de location de voitures de faire des promotions et de proposer des prix imbattables. Voilà, ça c'est tout. La présentation, elle a duré peut-être 5 minutes ou 6 minutes. Et c'est le temps qu'il faut pour faire une bonne présentation. Préparer bien sûr son discours, préparer ses slides pour
on va dire, pour convaincre et persuader rapidement. Adrentor, donc comme je vous l'ai dit, ça m'a permis de découvrir un peu le monde des startups au Maroc, de l'entrepreneuriat. On m'a invité à Casablanca pour une formation Oasis 500, organisée par une association d'entrepreneuriat jordanienne et de Middle East en général. Et j'ai pu aussi, à travers ça, rencontrer des personnes susceptibles d'investir sur mon projet. Alors, au jour d'aujourd'hui, Adrentor n'a pas bougé par un choix personnel parce que je n'ai pas encore rencontré la personne qui va vraiment m'aider à réaliser ce projet. Mais parallèlement, j'ai d'autres projets qui ont été développés et en cours de développement, notamment mondevis.ma. Mondevis.ma, lui, c'est une plateforme en ligne qui permet à des personnes qui souhaitent faire des travaux et qui cherchent des professionnels. Donc c'est simple, vous pouvez déposer une offre travaux, supposons vous voulez refaire la peinture, vous mettez vos métrages et automatiquement votre offre est envoyée à toute la base de données sur Mondevis, et vous recevrez des devis au bout de 2-3 jours. Alors cette plateforme-là, elle fonctionne depuis déjà 2 ans. Au début du lancement, on avait prévu un business model qui nous rapportait de l'argent directement, rapidement, et on commençait à gagner en vendant des packs, des abonnements professionnels pour avoir accès aux services. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un mauvais retour des professionnels et il fallait y remédier. Donc on a décidé de stopper en fait la vente, mais de continuer le site de manière gratuite, histoire d'avoir un peu plus de contenu, de matière, plus d'utilisateurs, agrandir son trafic, ensuite monétiser son trafic sur le site. Il y a différentes manières de le faire et c'est pas quelque chose de difficile quand votre site est assez utilisé. Ok, donc je vais passer tout ça parce que je l'ai expliqué rapidement. Les avantages d'une entreprise: émettre des devis à faible coût, trouver des projets facilement, augmenter son chiffre d'affaires, c'est un support commercial. Pour les utilisateurs, ça permet d'obtenir une idée de prix rapidement, établir des budgets et trouver les professionnels. Alors la plateforme, elle a beaucoup changé dans le temps, du fait qu'il fallait développer ou améliorer l'expérience utilisateur. Et je vais venir après pour parler d'expérience utilisateur, mais je vous montre d'abord un peu comment c'est aujourd'hui. Ce que vous voyez là en bas, c'est tous les devis qui sont passés par notre plateforme et qui sont consultables par tout le monde. Supposons, on cherche une idée de prix sur le carrelage, on va sur la plateforme et on trouvera une multitude de devis qui ont été émis pendant l'année de 2015, 2016 et 2017. Ok, ça donc c'est le processus pour déposer son offre de travaux. On passe à travers un formulaire. Ce formulaire qui est spécialisé par chaque activité. Supposons on cherche un plombier ou un électricien, il y a un formulaire spécial. Et aujourd'hui, quand je vous parlais d'expérience utilisateur, ce formulaire nous a pris beaucoup de temps, voire 6 mois, pour développer quelque chose un formulaire simple d'utilisation et attirant et utile. Voilà à quoi ressemble la demande de devis, c'est-à-dire l'offre. Et voilà les offres de professionnels. On les voit ici. Par exemple, Domotic Design qui a répondu à une offre d'installation de caméras de surveillance. On voit le prix en hors taxe, la désignation, la description de ce qu'ils vont faire. Et l'utilisateur reçoit donc les devis sous cette forme-là et peut les comparer. On a même développé un petit script qui permet
trouver le meilleur devis, de proposer directement aux utilisateurs le meilleur devis. Alors, pour les professionnels, il a fallu développer une plateforme, on va dire un espace pro, qui va leur permettre d'envoyer, de gérer, etc. On a fait pareil pour les utilisateurs, et ça ressemble à quelque chose, voilà, ça ressemble à ça. Donc, on a un taux de conversion qui permet de calculer sur le nombre de devis qu'on a déposés, combien ont été retenus. On peut consulter d'autres devis, enfin bon, il y a une multitude d'informations pour inciter les professionnels à répondre et à envoyer des devis. L'utilisateur reçoit aussi un devis sous forme de PDF qui ressemble à ça, avec le logo de la société. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs moyens de monétiser ce service-là. Un exemple, afficher le logo sur un devis ou suggérer directement le professionnel peut être payant. Voilà, donc tous ces projets-là tournent autour d'une société spécialisée dans le web marketing, dans la conception e-commerce, et elle s'appelle Smarket Digital. Donc Smarket Digital, elle est née en fait de ces projets-là, bien qu'il faut faire d'abord la société et ensuite pouvoir développer, mais en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas forcément de parcours bien précis. Donc Smarket Digital a découlé de ces projets-là parce que une fois que mon devis, Adrentor et d'autres projets ont été mis en ligne, les gens on va dire que mon centre d'influence a augmenté et les gens ont commencé tout simplement à me consulter pour leur propre projet. Et du coup, il a fallu créer une structure pour être dans la légalité, et c'est Smarket Digital. Donc, on fait du web marketing, de la stratégie en général, du référencement naturel, du référencement marketing et du web développement. Comment on est arrivé là? Alors, la liste que je propose, elle est très simple. C'est quelque chose que, voilà, c'est pas sorcier. Il faut avoir des idées. Premièrement, on ne peut pas développer un projet sans avoir d'idées. Donc, il faut chercher des idées. Il faut les trouver donc, dans votre expérience, dans ce que vous avez vu, dans ce que vous avez vécu. Et vous aurez une idée donc, qui va vous permettre d'avancer sur le parcours entrepreneurial. Avoir envie de la réaliser, bien sûr. Désirer la réussite, c'est important parce que ça fait partie d'un travail interne qui va vous permettre de surpasser tous les échecs que vous aurez durant votre parcours. Autrement, vous allez arrêter net et changer de voie, à partir peut-être dans le salariat ou des fois même s'enfermer chez soi pendant. Il faut croire en son projet. Planifier les étapes, les développer, persévérer et persévérer encore une fois, créer un cerveau collectif. Alors un cerveau collectif, on va dire que c'est la problématique que je n'arrive pas encore à résoudre aujourd'hui, c'est de trouver les personnes qui vont compléter en fait, compléter le projet, compléter le développement du projet. Je ne peux pas faire tout seul et personne ne pourra tout faire tout seul. Ça, c'est une fausse idée. On ne peut pas gérer les négociations en même temps, l'aspect technique, en même temps l'aspect marketing. Non, donc il faut se réunir, trouver des personnes qui vont être sûres, qui vont développer votre projet. Donc c'est l'intérêt du projet qui passe avant tout. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, mais ça peut être aussi une personne complètement inconnue que vous allez rencontrer et que vous partagez donc les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Et surtout qu'il y a les compétences pour pouvoir gérer une partie du projet. Quelques points clés rapidement sur les business. Il faut bien sûr connaître la loi et la loi concernant l'idée que vous allez développer. Et je peux vous avouer que c'est un des points que je n'ai pas encore réglé sur Adrentor, parce que la législation sur
la publicité en extérieur sur des voitures, elle est très ambiguë ici au Maroc. Et contrairement en France où c'est complètement interdit, sauf dans des cadres, dans un cadre bien restreint, aux États-Unis, au contraire, c'est très libre. Et au Maroc, donc c'est ambigu. Et quand c'est ambigu, c'est pas forcément en votre faveur. Il faut avoir bien sûr la technique. La user experience est très très importante dans n'importe quel projet. Si votre client n'est pas satisfait, si vous n'écoutez pas votre client et vous ne développez pas votre projet dans ce sens-là, vous êtes voué à l'échec. Enfin, votre projet est voué à l'échec. Le marketing, d'avoir des notions de marketing, je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, bon, ça nous apporte déjà, on va dire, une introduction sur le web marketing, et il faut pas hésiter à s'intéresser un peu plus à Instagram, à Facebook, à YouTube, parce que il y a des opportunités qui permettent, des fois même gratuitement, permettent à certains projets de décoller. La commercialisation, dans le sens où il faut développer des processus de commercialisation, on ne vient pas vendre un produit directement à son client. Tout d'abord, on étudie ses besoins, on prévoit ses questions à lui, qui en fait sont des objections, et on ne vend jamais un client. On essaie de devenir, on va dire, son meilleur ami pour mieux vendre. Améliorer son service de manière constante, ça rejoint la user experience. La négociation. Alors je parle de la négociation parce qu'on fait très souvent, on confond très souvent négocier et marchander. On peut se mettre d'accord sur le coût de la prestation, mais les négociations des termes ou des conditions du déroulement de cette prestation, c'est complètement différent. Donc, marchander et négocier, c'est deux choses différentes qu'il faut travailler à part. Le partenariat, comme je vous l'ai dit, trouver un bon partenaire qui va permettre soit d'accéder à une grande commande rapidement, sans débourser de frais marketing ou quoi que ce soit, ou un partenariat qui va permettre à vos clients d'avoir un très bon service. Et la comptabilité, bien sûr, faut faire attention à sa comptabilité. En termes généraux, comment lancer son projet? Il faut trouver une bonne équipe, utiliser les réseaux sociaux, créer un blog, parce que le blog vous permet d'avoir un peu de trafic, un trafic qui s'agrandit de jour en jour. Si vous avez du contenu intéressant à proposer et à partager sur les réseaux sociaux, et c'est une étape pour rebondir sur le trafic de votre projet. Faire des partenariats et se concentrer sur les premiers clients. Alors se concentrer sur les premiers clients, ça peut sauver une entreprise, et je vais vous donner directement un exemple que j'ai entendu justement lors de la conférence de Oasis 500 à Casablanca, et ça parle d'une société qui vend du dentifrice. La marque est très connue, et ils avaient un bon produit, ils avaient déjà leurs clients qui se constituaient, mais les finances de la société étaient très mauvaises. Alors, ils n'arrivent pas à trouver la solution pour voilà, d'où ça vient ce problème. On a des clients, on a le bon produit, le produit intéresse les clients, mais la société ne gagne pas. Alors, ils ont apporté une solution très simple, c'est d'agrandir le bouchon du tube de dentifrice, ce qui a permis au premier client, donc la première clientèle qu'ils ont constituée, à consommer plus de dentifrice et à augmenter donc les ventes, augmenter le chiffre d'affaires pour ensuite pouvoir dépenser un peu plus dans le marketing et acquérir de nouveaux clients. Donc cet exemple-là, se concentrer sur les premiers clients, il y a différentes manières de le faire. Pour ce cas-là, c'était
voilà, c'était un détail bête, c'est le diamètre du tube qui a changé en fait les finances de la société. Je vois que ça fait déjà sourire les gens. Ok. Tout projet doit avoir un beachhead market. Qu'est-ce que le beachhead market? Un point très important dans le développement de votre projet et le lancement de votre projet surtout. Je vais revenir un peu sur l'histoire pour expliquer le mot beachhead. Et il faut savoir que donc en 1946, plutôt 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, les Anglais sont venus au secours de la France et en fait de l'Europe entière. Mais pour pouvoir, ils ont développé donc leur stratégie, comment ils allaient secourir donc l'Europe, et cette stratégie se résumait en un seul point, c'est par où vont-ils pénétrer dans le territoire français pour voilà, contre-attaquer, on va dire, ou se défendre contre les armées allemandes. Et donc le beachhead market est venu de ce mot parce qu'ils sont arrivés par la voie maritime où ils ont beaché sur les plages. Beacher aussi, c'est un mot qui est utilisé en architecture navale ou en navale en général. C'est quand le bateau arrive directement sur la plage et se jette donc dans le sable. Donc c'est beacher. Le beachhead market est repris donc de l'histoire pour revenir sur le lancement d'un projet. Il y a un point bien précis pour tout lancement de projet. Je remets un peu cette carte qui est un peu floutée parce que je l'ai récupérée de Google. Donc l'armée américaine et anglaise sont arrivées par cette route-là et on voit très bien comment ils ont pu progresser. S'ils n'avaient pas pris ce point-là stratégique comme lancement, peut-être qu'ils auraient échoué dans leur mission. En tout cas, ils ont bien réussi. Alors, comment choisir son beachhead market? Il n'y a pas de loi ou de formule bien précise qui va vous permettre de définir votre beachhead market, mais en tout cas, il va falloir bien analyser sa cible, analyser la portée de sa cible, de son projet, et surtout ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc quand je dis ça, ça veut dire que des fois on a un projet, on se dit que c'est l'idée du siècle et que on va pouvoir atteindre le 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars en une semaine, en 3 semaines, ou en 4 mois, ou en 5 mois. Donc il faut avoir des étapes. Commencer par petit, ça sera la première étape, ça sera le premier objectif pour atteindre le plus grand objectif. Donc, prenez votre objectif et divisez-le en plusieurs petits objectifs pour pouvoir l'atteindre plus facilement. Pour comprendre aussi le beachhead market, il y a ce graphique-là qui explique comment une idée en ligne, application ou technologique va acquérir sa cible et quelles sont les différentes étapes. Donc, lors d'un développement d'une application, par exemple, il y a les innovateurs. Ça sera les premières personnes qui vont tester votre application. C'est des personnes accros à la technologie qui sont capables d'installer une application juste en regardant le logo, donc par curiosité. Ils vont utiliser votre application, il y aura un retour sur le trafic, un retour sur les performances et sur l'utilisation de votre application d'un point de vue user experience. Après ça, vous allez rebondir sur les early adopters qui sont, comme on dit ici, les visionnaires. C'est des gens qui vont sentir plus ou moins une application qui va fonctionner ou pas. Et ces gens-là vont utiliser votre application de manière régulière. Et c'est à ce moment-là, pour pouvoir attaquer la première grande partie, il faut penser à l'expérience utilisateur.
comment améliorer son service pour pouvoir attaquer la majeure partie. Parce que les early adopters et les innovateurs vont vous permettre d'avoir un retour sur les performances de votre application, comment elle a été utilisée. Souvent même, elle est utilisée d'une autre manière que vous l'avez imaginé. Et il faut rebondir très rapidement et modifier, réparer, améliorer pour retester et imaginer passer à la early majority. Donc juste pour information, Amazon, Twitter, Facebook, etc. Ils sont plutôt par là. On va dire plutôt par là. Ils sont en train de s'engager dans cette deuxième partie. La early majority, c'est celle que vous allez rapidement atteindre en faisant un peu de communication, un peu de marketing, de publicité, etc. Et la late majorité, ça sera plutôt des personnes qui peuvent être intéressées par votre service ou par votre application, mais qui auront des difficultés à y accéder. Par exemple, Internet. Si on n'a pas Internet, on ne peut pas utiliser notre application. Donc, il faut trouver une solution pour fournir un service Internet à ces gens-là pour qu'ils puissent utiliser notre application. C'est pas pour rien que Amazon n'est pas en Afrique, c'est parce qu'elle estime que la vitesse, on va dire, de vente ou la vitesse de commercialisation ou le pouvoir d'achat, enfin plein de critères qui freinent Amazon d'intervenir, donc de rentrer sur le continent africain. Parce que les services ne suivent pas, les services de livraison, la masse salariale qui va suivre ce rythme-là n'est pas forcément déjà prête, etc., etc. Et puis, il y a, on va dire, les retardataires qui vont être des gens quasiment inaccessibles. Des gens qui n'ont pas l'éducation, des fois, pour utiliser une application. Mais en tout cas, c'est la partie la moins visée par les grandes sociétés dans le monde. Et donc le beachhead market, il intervient à ce point-là, qu'on appelle le gouffre. C'est à ce moment-là que vous allez savoir si votre application ou votre projet va pouvoir se développer de manière sereine ou de manière sous une forme de succès, parce que le beachhead market, il intervient à ce point-là pour attaquer la early majorité. Alors le beachhead market, je reviens encore sur ce point-là, ça peut être tout simplement quand on a une application de réseau social. Je parle par exemple de Snapchat. Snapchat, j'étais parmi l'une des premières personnes dans mon entourage à l'utiliser. Parce que j'étais déjà accro à la technologie. Et aujourd'hui, je l'utilise pas, juste pour vous dire. J'étais hyper curieux sur savoir c'était quoi cette nouvelle application qui allait concurrencer Instagram, Facebook, etc. Donc j'ai pu l'utiliser. Et au moment où moi je l'utilisais, c'était simple. C'était juste prendre une photo et l'envoyer. 3 secondes après, elle était supprimée. Après, j'ai oublié l'application, mais 2-3 ans plus tard, j'ai vu une personne l'utiliser avec les filtres, les masques, etc. Donc, il y a eu une évolution, un développement de la user experience qui a permis à cette application d'être connue mondialement et utilisée mondialement, jusqu'au point que Facebook lui propose 3 milliards de dollars pour être acheté. Mais Snapchat, si elle a été lancée, supposons, au Maroc, elle n'aurait jamais connu de succès. Elle a été lancée aux États-Unis. Donc le beachhead market parle aussi de géolocalisation. Même si on est dans une application téléchargeable par tout le monde, des fois, il vaut mieux quitter sa ville, son pays, pour aller lancer son application. C'est le même
qu'a connu, vous connaissez tous Jessica Alba. Alors, elle est à la tête d'une plus grosse entreprise de cosmétiques bio, Honest, et voilà, sa plus grande clientèle se trouve aux États-Unis, mais elle a lancé son produit en Corée du Sud. Voilà, donc c'était le meilleur moyen pour elle d'atteindre facilement la early majorité et la late majorité. Même si ta cible se trouve aux États-Unis, peut-être que ton beachhead market se trouve à l'autre bout du monde. Cette image, elle est sympa parce que elle explique et résume très bien la user experience. Donc on a dessiné un trottoir avec une belle allée, des bancs, etc. Mais les gens vont l'utiliser différemment. Et c'est ce qui se passe dans le web, dans les applications générales. Il faut toujours analyser comment l'utilisateur va pouvoir utiliser votre application ou naviguer sur votre site web. Et très vite, vous allez voir que tout ce que vous avez mis en place, ça ne correspond pas à ce que lui fait naturellement. Donc, il faut se réadapter, se réadapter, se réadapter. Pour revenir, donc, pour pouvoir dépasser le gouffre et attaquer la early majorité, on a le beachhead market et on a la user experience. Ce sont pour moi en tout cas les deux facteurs qui vont permettre à votre projet d'aller plus loin, de passer à un autre niveau de développement. Des fois, on pense très souvent au financement de son projet. Et pour d'abord le faire connaître et trouver des financements, il faut passer par des structures comme Startup Maroc, qui, je fais pas la pub pour Startup Maroc, mais j'ai passé une bonne expérience. Donc, je la propose et ça m'a permis de connaître beaucoup de gens, de rencontrer des développeurs, de rencontrer des designers, de rencontrer des gens qui étaient même intéressés de financer. Il y a aussi Réseau Entreprendre Maroc qui, à travers un accompagnement, vous propose, à l'issue de cet accompagnement, vous propose entre 50 000 dirhams à 150 000 dirhams pour financer votre projet. Vous pouvez aussi développer vos propres ressources. Il faut se concentrer très souvent sur ses propres ressources, pour pouvoir développer d'autres projets à côté. Car ça demande de l'argent, du temps, et pour que des gens vous aident à développer votre projet, il faut bien les payer. Donc, développez vos propres ressources, profitez des opportunités, ou créez plutôt vos opportunités, comme moi je l'ai fait avec mondevis.ma, Adrentor et d'autres projets. Les gens sont venus toquer à ma porte, je leur vends maintenant un service, et où trouver une autre idée. Vous avez le libre choix de trouver une idée. Je vais vous proposer quelques lectures. 7 Habits of Highly Effective. Les 7 habitudes des personnes qui réalisent ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Alors je suis en train de lire justement ce livre-là actuellement, et il est super intéressant parce que il vous apprend, en tout cas il raconte comment pouvoir développer son centre d'influence et se concentrer sur les choses qui vont vous aider à vous développer. Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Alors ça, c'est un livre qui va vous aider à mieux gérer votre argent, vos revenus. En gros, Rich Dad Poor Dad, qu'est-ce qu'il dit? Il faut investir sur les choses qui vont vous apporter de l'argent. C'est simple à dire, mais difficile à appliquer. Par exemple, acheter une voiture, ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous apporter de l'argent, mais au contraire, vous allez dépenser beaucoup d'argent dessus.
pour la consommation d'essence, la maintenance, et en plus de ça, elle perd de sa valeur dans le temps. Au lieu d'investir dans ça, peut-être investir dans un bien immobilier ou d'investir dans une idée qui va vous générer de l'argent. Think and Grow Rich de Napoléon Hill, lui aussi est très important. C'est un livre qui, voilà, il faut le lire parce que Napoléon Hill, lui, il a synthétisé dans son livre 20 ans de recherche sur les gens les plus successful du monde. Il a pu rencontrer les personnes, on va dire, les plus riches ou peut-être ceux qui ont le mieux réussi au 19e siècle. 19e siècle. Et Who Moved My Cheese de Spencer Johnson, qui lui aussi est un livre en rapport avec l'entrepreneuriat en général, et ça raconte l'histoire de souris qui différents cas, c'est des analyses de différents cas de personnages qui appréhendent des situations de manière complètement différente. Et on a forcément une qui l'appréhende d'une mauvaise manière et une personne qui, au contraire, un autre personnage plutôt qui, au contraire, lui, a déjà senti l'innovation, senti le changement et qui a déjà ses souliers autour du cou et prêt à démarrer avant même que le problème intervienne. Donc, celui-là, il est aussi intéressant. Les 4 livres sont intéressants parce que c'est relatif à la réussite, à l'entrepreneuriat. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Et on a encore 30-40 minutes peut-être pour dialoguer. Je suppose que vous avez... merci beaucoup pour cet exposé très vivant et cette tranche de vie saignante d'entrepreneur et cette analyse aussi à la fin de votre propre parcours. Oui, on a une demi-heure pour des questions, pour un débat. Qui se lance? Voilà, bravo. Est-ce que vous pensez que la publicité est indispensable à l'entrepreneuriat? Bien sûr. Bien sûr, parce que récemment, il y a à peu près 1 an, j'ai ouvert un restaurant avec mon frère. On a choisi une rue un peu cachée et on a ouvert le restaurant dans cet endroit-là. Donc la publicité, parce que je gère bien les outils marketing en ligne et tout, ça nous a permis d'apporter beaucoup de clients au restaurant. Donc oui, la publicité est importante parce que, surtout en ligne, parce que quand vous allez développer une application ou développer une plateforme, ça ne veut pas forcément dire, même si votre idée est bonne, ça ne veut pas forcément dire que vous allez recevoir du trafic du jour au lendemain. Il va falloir fournir un effort marketing, développer une stratégie qui va vous permettre d'atteindre votre cible. Donc au début, vous allez chercher votre cible. Et si vous le faites de manière, on va dire, si vous suivez une stratégie qui va vous permettre de l'atteindre. Alors la stratégie, ça peut être le community management sur les réseaux sociaux. Ça peut être aller directement créer des événements. Ça peut être, c'est une forme de marketing, mais qui va vous permettre de moins dépenser, on va dire. Et la publicité, c'est l'outil direct qui va vous permettre d'atteindre votre clientèle. Donc oui, c'est important. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'entrepreneuriat déjà, plutôt qu'un parcours classique salarial? Et est-ce que vous avez commencé par ce parcours? Est-ce que vous avez déjà une expérience puis entrepris votre entreprise? Alors oui, je ne l'ai pas dit au début, mais moi j'ai fait une formation d'architecte et d'architecte naval en France. Et juste avant de rentrer définitivement au Maroc pour m'installer, j'ai eu une idée
le désir, j'ai eu l'idée et j'ai eu le désir de la créer, de la développer, etc. Donc c'est parti par hasard, par la force du désir que j'ai eu pour développer ça. Et je me suis retrouvé dans le monde de l'entrepreneuriat, en train de le découvrir et de m'imprégner de ce monde-là, jusqu'à en arriver aujourd'hui ici à partager mon expérience. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Allez, je vais passer la parole, sinon allez. J'ai dit ça à propos de site de mondevie.ma. Oui. Donc, vous avez dit que vous travaillez sur un script du meilleur devis. Est-ce que ce script va aussi donner la possibilité de choisir la meilleure qualité avec des professionnels de meilleure renommée, ou bien c'est juste un choix de qualité, un choix prix? D'accord. Alors pour l'instant, c'est seulement basé sur le prix, parce que on peut proposer, moi je connais plus ou moins les prix qui vont pour un revêtement au sol, pour un revêtement au mur, ou pour une construction, quoi que ce soit. Mais il faut que la plateforme puisse deviner ça toute seule. Donc comment le deviner? Des fois, il y a des gens qui vont donner des devis très très bas, et des gens qui vont donner des devis très très hauts. Et souvent, les gens qui donnent les devis très très bas, il y a quelque chose de suspect derrière. Et les gens qui donnent des devis très très hauts, on va dire qu'ils ont surestimé leur projet. Donc nous, par une moyenne, on propose le devis le plus, on va dire, le plus fiable. Ensuite, la deuxième partie qui va venir compléter ça, ça va être la notation de chaque entreprise. Les notations d'entreprise vont nous permettre de donner plus de crédibilité à une entreprise ou une autre, et notre crédibilité aussi vis-à-vis aux utilisateurs de la plateforme. On va prendre une question là-haut, puis après on vient par là. À votre avis, quelles sont les étapes, ou bien comment on peut assurer la faisabilité d'un projet dans un startup? À votre expérience, je veux savoir les étapes que tu as suivies pour réaliser votre projet, ou bien comment vous avez savoir la réalisation de votre idée. Voilà. C'est-à-dire le processus de développement d'un projet, d'une start. La valorisation. La valorisation, là j'en suis pas encore là. La valorisation, c'est quand déjà on commence à gagner, à vendre son service. Donc que ce soit pour Mondevie ou pour Adrantor, on n'est pas encore à l'étape de la valorisation. Si tu veux, on est encore dans l'étape du développement et de l'analyse de l'expérience utilisateur. Notre but, c'est de créer un maximum de trafic sur la plateforme et d'avoir un meilleur service. Et le jour où on atteindra donc ce point-là, on pourra commencer à vendre monétiser, on va dire, la plateforme. Je prends l'exemple de Facebook. Facebook, pendant plusieurs années, c'était juste un site, un réseau social. Aujourd'hui, Facebook, c'est une plateforme publicitaire. Donc, il aura fallu gagner en crédibilité, asseoir leur trafic, asseoir les utilisateurs, les fidéliser, pour ensuite pouvoir monétiser. Donc, ça se prévoit dans le développement du projet. On a notre projet d'abord en tête, on le développe techniquement. Il faut avoir un prototype, le tester, voir si ça marche. Ensuite, quand on a notre prototype, on va le mettre en ligne pour le tester réellement, le mettre sous tension. Une fois qu'il est mis sous tension, on se rendra compte que ce qu'on avait imaginé ne fonctionne pas. Alors, quand ça ne fonctionne pas, il y a 3 choses qu'il faut régler. Ou au moins 3 choses à vérifier. Il y a l'aspect technique, et ça s'est déjà arrivé avec Mondevie, parce qu'on faisait beaucoup de publicité sur Mondevie, pour Mondevie. Et on s'est rendu compte un jour qu'on n'avait plus d'offres. Les offres n'étaient plus déposées sur le site, alors que ça fonctionnait très bien. Donc, on a vérifié l'aspect technique, s'il n'y avait pas un problème d'ordre développement informatique. Une fois que ce point-là est validé, il faut voir le marketing.
peut-être que la publicité que vous avez développée, mise en ligne, n'est pas très bien ciblée, ou n'est pas pertinente. Donc, on crée du trafic sur le site ou pas. Le troisième pilier, c'est l'expérience utilisateur. Vous pouvez avoir aucun problème au niveau technique, que votre ciblage soit très bien et que vous apportez du trafic sur le site, mais une fois sur le site, l'utilisateur ne comprend pas comment fonctionne votre site. Les boutons pour déposer une offre, déposer une annonce ou payer ne sont pas forcément clairs, ne sont pas forcément visibles ou difficiles à deviner. Donc l'expérience utilisateur aussi, et c'est la partie la plus dure dans un projet parce que techniquement c'est facile à régler. D'un point de vue marketing et publicité, c'est en moins de 10 minutes c'est réglé. Mais l'expérience utilisateur, c'est qu'il y a un problème de fond. Donc il faut reprendre des fois même à zéro pour et surtout sur des analyses et des critères qui vont permettre de mieux développer l'expérience utilisateur. Il y avait une question. En fait, tout d'abord, merci beaucoup pour votre exposé. En fait, j'ai deux questions. Ouais. La première, c'est lors de l'exposé, vous avez dit à un certain point que votre target c'est mass market. J'ai pas compris c'est quoi mass market. Mass market, c'est le mass market, c'est une cible de masse. C'est-à-dire que, supposons je prends les sueurs, la marque d'huile, elle ne va pas essayer de cibler les gens. C'est-à-dire, toi tu peux voir la publicité, mais tu n'es pas forcément ciblé directement. Le mass market, c'est le marché de masse, tout simplement. Quand supposons je vais vendre, je commercialise des chaussures de sport. Et encore là, ça dépend des marques, ça peut être du mass market. Mais quand je vends des chaussures de sport, je cible les personnes intéressées par le sport, qui font du sport, du tennis, du foot, etc. Alors oui, ça peut être le mass market, mais c'est très ciblé. Le mass market, je vais y arriver. Je disais donc, je vends une chaussure de sport. Ok. Alors, je vends un produit alimentaire, je vends un service de communication Maroc Télécom. Je ne vais pas communiquer de la même manière. Donc, la différence entre le mass market et un marché beaucoup plus ciblé, ça va être surtout dans la manière de communiquer. Le mass market, on va aller sur de l'affichage publicitaire, de la publicité sur la télévision ou sur la radio, où c'est pas forcément ciblé de manière ciblé par intérêt ou ciblé par comportement. Alors que l'autre cas de la chaussure de sport, je peux cibler directement la personne qui cherche à acheter une chaussure de sport via Google par exemple, Google Ads ou sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui et surtout Internet, ils apportent une précision sur le ciblage. Merci beaucoup. Et pour la deuxième question, c'est à propos de Adventure. En fait, vous avez l'idée. Comment vous protégez votre idée? Pourquoi par exemple, vous avez exposé maintenant l'idée. Ouais. Une agence de location peut le faire. Oui. N'importe qui peut faire cette idée. Oui. Ça fait partie d'un schéma qu'on appelle le SWOT. Alors SWOT c'est Strength. Quelqu'un connaît? Le SWOT. Voilà. Ouais, je voulais pas en parler, mais en fait, j'aurais dû, je pense. Donc, il faut définir en fait il faut définir sur son projet à quel point il peut être copiable. À quel point Facebook, ça peut être copié, mais ils sont arrivés à un tel niveau dans leur développement qu'aujourd'hui, ça va être très difficile ça peut être copié, mais ils sont
sont arrivés à un tel niveau dans leur développement qu'aujourd'hui, ça va être très difficile de créer un réseau social pareil. C'est pour ça que la Chine le bloque en partie. C'est pour ça que la Chine bloque Facebook en Chine. Mais ils ont leur propre réseau social là-bas. Ils ont leur Google là. Leur Google là, ça s'appelle Baidu. Pour revenir à ta question, l'idée c'est pas de protéger son idée. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans, mais personne n'a repris cette idée-là. Cette idée-là, elle existe déjà sous d'autres formes, de faire de la publicité sur la voiture. Aux États-Unis, on peut faire de la publicité directement sur des voitures des personnes, comment dire, d'habitants. C'est-à-dire, c'est pas à travers une agence de location. Mais l'idée est copiable. Rien n'est, comment dire, moi aussi, de mon côté, je n'ai pas tout dévoilé sur ce projet. Il y a une partie technique qui surtout sur le pricing, à mettre en place. Je n'ai pas dévoilé la formule. Okay. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas en faire une angoisse continuelle. Tu as un projet, il faut en parler. Tu en parles à ton ami, tu en parles à ta famille, tu en parles à ton professeur. C'est pour avoir déjà une idée de comment les gens vont appréhender ton projet. Oui, tu auras des points négatifs, oui, tu auras des points positifs, des gens qui vont te pousser à le faire, d'autres qui vont te décourager. Mais ensuite, à ce stade-là, ça peut être copiable, mais il y a des moyens à développer. Il y a des moyens à mettre en place pour le développer. On va prendre quelques questions par ici. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Merci pour votre présentation. J'ai 3 questions. Je commence par la deuxième plateforme, Mondu. Au lancement de cette plateforme, comment vous avez fait la publicité? Combien vous avez d'utilisateurs? Et comment vous avez essayé de... Alors, dès qu'on a mis en ligne la plateforme, moi je suis un acte de la publicité. Donc j'ai commencé à faire directement de la pub sur Facebook, à mettre des annonces et à cibler des villes comme Casa, Tanger, Marrakech, Rabat. Et les gens ont commencé à cliquer sur la bannière publicitaire et ils sont arrivés sur le site et ont déposé leur offre. Il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui like, il y a des gens qui vont sur le site, il y a des gens qui... Des fois, voilà, ça crée du trafic. Donc j'ai fait de la publicité directement. J'avais un budget de publicité, je dépensais à peu près 300 € jusqu'à 400 € par mois. Et ça crée du trafic. Mon trafic, le trafic du site, il était autour de 1500 personnes par jour, ce qui est très faible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la conversion. Sur 1000 personnes, combien de personnes vont déposer une offre? Pour mon site, c'était convenable. Peut-être pour un site de revues, de magazines, d'actualité, leur trafic doit être autour de 30 000 à 100 000 visiteurs par jour, parce qu'ils travaillent ils monétisent sur la publicité. Donc moi, mon trafic, il peut être petit, mais il doit être bien converti. Est-ce que juste sur Facebook Non, on a fait Facebook, on a fait du Google Ads. Ça coûte très cher, donc après on a préféré rester sur Facebook, ça marchait très bien. En plus de ça, ça créait ça partageait, ça proliférait. La deuxième question, c'est concernant les lois et les droits d'utilisation. Comment peut-on avoir ces lois? Ça dépend du point de vue, bien sûr, mais... Il faut voir un avocat.
C'est lui qui est un avocat, un expert comptable. C'est lui qui vous apportera la meilleure réponse par rapport à ça. Ce ne sera pas votre voisin ou un ami, ce sera un avocat. Il faut aller chez un avocat, lui poser la question et vous répondra. Partez chez un expert comptable pour voir la fiscalité par rapport à votre domaine. Comme ça, vous avez une idée claire parce que c'est important, ça va impacter votre prix de vente. Les coûts que vous allez calculer seront nets d'impôts. Ensuite, il faut ajouter les taxes, etc. etc. Je suppose que c'est ça ce que vous avez fait au début. C'est la solution que vous avez optée pour dans le cas des lois d'utilisation. Les lois d'utilisation, c'est-à-dire les lois et les règles, c'est ça? Oui. Car vous avez dit que vous ne savez pas en ce qui concerne le premier Adrentor. Oui, concernant Adrentor, oui. Il y a une ambiguïté. En fait, la loi ne dit pas clairement que vous avez le droit de faire de la publicité en extérieur. Elle ne dit pas non plus que c'est interdit de le faire. D'accord? Donc ça crée une ambiguïté qui peut être à mon désavantage. Je peux développer l'application, trouver des investisseurs, dépenser mon énergie, mon temps et de l'argent dessus, et au final, on peut me dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc il faut bien étudier la loi, il faut des fois même attendre, ça dépend des projets. Dernière question rapidement pour le La dernière question, c'est concernant Adrentor. Vous avez utilisé GPS Tracking, mais vous imposez sur l'utilisateur, celui qui va louer la voiture, de suivre ou bien de rester dans une zone particulière pour gagner plus d'argent, non? Non, au contraire. Ça fait partie du pricing qui va être lié au zoning. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on passe à côté d'une mosquée à l'heure de la prière, c'est pas la même chose à une heure creuse. Donc, je n'oblige pas à conduire dans la même zone. En fait, il va conduire de manière aléatoire. Il peut aller sortir de la ville, revenir en ville, prendre l'autoroute. Nous, on facture l'impression on facture pas l'impression, mais on facture en fonction du lieu et de l'heure d'affluence. D'accord? Autrement dit, on vend du kilométrage. On vend le kilomètre. La radio, ils vendent la seconde. La télé aussi. Les réseaux sociaux, ils vendent de l'impression et du clic. Moi, je vends du kilomètre. Un kilométrage valorisé. Si tu passes en ville à midi, le prix du kilomètre va être tant. Si tu vas en autoroute, le prix du kilomètre va être tant, etc., etc. Donc le prix va varier. Mais on n'imposera pas, nous, un parcours précis. Au contraire, on veut que les gens ils parcourent de manière aléatoire. Et on a fait une étude sur 11 voitures pendant 6 mois. Et le kilométrage parcouru est environ de 100 km par jour. Pour une voiture normale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie de l'île. Je parle ici, à Casablanca, à Marrakech. Donc 100 km, c'est pas mal. Allez-y, oui. Alors, j'ai une question. En fait, on remarque parfois qu'il y a des grandes sociétés, pas forcément ici en Europe, mais en général aux États-Unis ou même en Europe, qui profitent parfois du succès que peut faire un start-up et force l'entrepreneur à vendre son start-up. Est-ce que vous n'étiez pas face à ce problème? Et qu'est-ce que vous pensez de ces phénomènes? Alors déjà, je pense que pour tout entrepreneur dans les startups, son rêve c'est de vendre son idée, son application. Il y a des rares il y a des cas particuliers. Par exemple, le cas de Snapchat qui a refusé l'offre de Google puis l'offre de Facebook en pensant que ça allait valoriser son produit. Ça a marché les 6 premiers mois, mais après, au final, Snapchat n'a pas vraiment changé.
Google voulait vendre son idée qui marchait, qui fonctionnait, qui était déjà en place. Et Yahoo a refusé. Ils ont proposé Google a proposé ce qu'elle est à Yahoo. Et Yahoo a refusé. Elle a juste pas cru en leur truc au départ. Et aujourd'hui, c'est une boîte valorisée à 500 milliards de dollars. Donc, oui, je pense que toutes les startups, leur rêve, c'est d'être rachetés par une grande boîte, une grande compagnie. J'ai une deuxième question concernant votre premier projet, ou bien votre startup. Est-ce que vous visez tout simplement comme marché les clients normaux, ou bien vous pouvez travailler avec des sociétés? Pour Adrelta. Pour Adrelta. Oui. Alors, au début, parler de Beachhead Market, la première cible, ça sera les étudiants, ça sera les touristes aussi, parce que ils ont un budget limité, que ce soit les touristes ou les étudiants, ils ont un budget limité. Pour les touristes, ils ont besoin donc de louer une voiture pour découvrir ou visiter la ville. On a un comique dans la classe. Et les étudiants aussi qui ont besoin de mobilité, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Louer une voiture à 40 € ou 50 € par jour, c'est pas donné. Donc, oui, les particuliers, les étudiants, les touristes, et pourquoi pas les sociétés. Mais je verrais mal une société faire de la pub pour une autre. Ça étudie. On y va. Alors, ma question concerne plus votre expérience avec vos deux projets. Est-ce que vous avez déjà connu des échecs assez récurrents? Et comment vous êtes pris, c'est-à-dire comment vous avez réagi face à ces échecs, s'il y en avait, et s'ils étaient assez récurrents? Parce qu'on doit souvent dire que la start-up, c'est tout le temps il y a un échec après échec pour après réussir. Oui. Oui. Et ce qui est bien, c'est que oui, les échecs, j'en ai eu beaucoup. D'abord, j'ai cofondé un site web. C'est la première plateforme que j'avais fait, s'appelle laferraille.m. Et c'est une plateforme d'annonce gratuite pour tout ce qui est pièces au Maroc. Je ne sais pas si quelqu'un connaît laferraille.m ici. Est-ce qu'il en a déjà entendu parler? Si vous n'avez pas de voiture, peut-être que... Mais c'est une idée que j'ai cofondée. C'est une des raisons qui m'a poussé à venir ici au Maroc et de la développer. Et c'était mon premier échec. C'était pas un échec vis-à-vis de l'application elle-même, de son développement, c'était plus un échec, on va dire, avec mon associé, dans mes relations avec mon associé. Donc, au final, j'ai cédé le projet à mon associé qui, aujourd'hui même, continue de le développer, et ce qui est très bien, mais c'était plus un échec relationnel, ou de politique, ou de vision, etc. Mais à un moment donné, pour l'intérêt du projet, des fois, il faut prendre sur soi, ou des fois, il faut se battre, etc. Ensuite, les autres échecs que j'ai connus, c'était plus des échecs, on va dire, juste techniques. Des échecs dans mes objectifs. Je n'ai pas atteint cet objectif pour telle et telle raison. Donc, je change de stratégie, je change de politique, etc., etc. Là, récemment, j'ai fait banqueroute. Ça veut dire que je suis retombé à zéro parce que j'ai fait des investissements par-ci, par-là et tout. Il y en a qui ont pris, qui donnent un peu, il y en a qui n'ont pas pris. Mais c'est pas grave. Donc, bien que je suis marié et j'ai un enfant, et ça me fait pas peur parce que du jour au lendemain, j'ai pu me relever. J'ai pu faire d'autres choses à gauche, à droite, alors que j'ai toujours mes projets.
Par exemple, Mon Devis, lui, Mon Devis était sujet à ne plus exister. Mais c'est une chose que j'ai gardée, ça a été constant sur ces 3-4 ans dans ma vie, et qui est toujours là, que je développe toujours, que j'investis toujours un peu pour mieux le développer, pour mieux l'améliorer. Mais les échecs, oui, j'en connais tous les jours. Jusqu'à maintenant, la plupart des expériences. Pardon, excusez-moi. Jusqu'à maintenant, la plupart des expériences de startups qu'on avait avec, soit avec vous ou avec notre professeur, c'était des startups qui commercialisaient juste des services numériques ou bien au niveau des développements. Est-ce qu'on n'a pas des expériences ici au Maroc, des startups qui ont commencé à commercialiser des biens qu'ils ont connus, des produits. Ou bien c'est un domaine jusqu'à... Non, c'est dit. Moi, je suis spécialisé par rapport à tout ce qui est digital, parce que mon expérience s'est tournée vers le digital, vers le Internet, le en ligne. Mais il y a des exemples de produits qui innovent, qui révolutionnent le monde, qui fonctionnent très bien. Ça peut être le drone. Le drone aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, la robotique, je veux dire. Des objets connectés. Des objets connectés. Les objets connectés. Donc, oui, le produit, ça peut être la biotechnologie, ça peut être quelque chose dans l'industrie. Tesla, la voiture électrique, ça révolutionne. Alors, au Maroc, est-ce que j'ai des exemples précis de produits qui ont révolutionné le monde? En tête, non, j'ai pas. Pas encore. Peut-être que ça sera toi le prochain qui va. Il y a une question ici, oui. Quant au financement des startups au Maroc, l'AMNF est le fonds d'investissement qui intervient dans le financement des startups, mais les startups dans le domaine de la technologie. Donc, pour votre cas, surtout pour nos débuts pour c'est quoi le nom? MNF. Maroc Numeric Fund. Oui. Ouais. Pour votre cas, alors, Maroc Numeric Fund, ils vont investir que lorsque vous gagnez déjà, vous avez un an d'entrée d'argent. D'accord? Ils vont pas investir sur une start-up qui n'apporte pas d'argent. Et moi, j'ai fait le choix de stopper en fait la commercialisation des services sur Mon Devis, en attendant peut-être 3, 4, 5 ans à ce que ça devienne un trafic suffisant pour pouvoir monétiser. Ensuite, aller chercher un investissement à travers des structures comme celle-là. Donc, le Maroc Numeric Fund, eux, ils vont investir dans des startups qui sont financièrement avancées, qui ont déjà un bilan, qui ont déjà une croissance. Ils ne vont pas prendre le risque d'investir sur mondevis.fr par exemple. Vous avez parlé dans votre présentation sur Réseau Entreprendre. Alors Réseau Entreprendre, eux c'est différent, c'est un prêt à 0%. Donc Réseau Entreprendre, c'est une structure associative qui a été créée en France, je pense dans les années 80, par des PDG de distribution de champs. Pardon? Les grands groupes de la distribution. Voilà, les grands groupes de la distribution, parce qu'il y avait une crise, et ils ont créé Réseau Entreprendre pour aider leurs salariés à développer leurs propres projets. Par exemple, les bouchers qui travaillent chez Carrefour, supposons, aller ouvrir leur propre boucherie, etc. Et ils font des prêts allant jusqu'à 150 000 dirhams, en tout cas ici au Maroc, qui est remboursable. Donc, Réseau Entreprendre, il faut vraiment les solliciter quand vous avez un projet, pas un projet de start-up technologique, comme ça. Ou au moins quand vous avez déjà une visibilité financière. Une question, oui. Vous avez mis au clair l'importance du travail en groupe dans l'entrepreneuriat en général. Comment vous faites pour choisir votre équipe, que ce soit en termes de compétences ou d'engagement? Est-ce que c'est sous forme de contrat
Oui. Oui, bien sûr, c'est sous forme de contrat. Alors, là, essentiellement, moi, je m'occupe de la partie marketing du projet. Le développement, j'ai des développeurs qui m'aident à développer, mais je les paye. Et je fais un contrat surtout pour protéger, on parlait tout à l'heure de propriété intellectuelle, de voler une idée ou de copier une idée, je pense que c'était... Donc oui, le contrat, ça permet aussi de protéger le code, parce que c'est ce qu'on peut protéger, la propriété intellectuelle, c'est relatif au code et au logo. Mais ensuite, l'idée, on peut pas la protéger, on peut pas protéger une idée. On protège un code, un dessin technique. Donc oui, j'utilise des contrats. Et je cherche activement des personnes qui pourront m'aider sur mondevis.ma en cédant des parts dessus. Donc j'ai contacté plusieurs personnes, j'ai discuté avec plusieurs personnes pour voir s'ils étaient intéressés. Ils sont en général très intéressés au début, mais ils ont peur, et ça c'est très dur d'être confronté à ça. Parce que pour une aventure comme Mondevis ou comme Adreltor, il faut vraiment se sacrifier, oublier qu'on va gagner de l'argent. Je prends l'exemple de Blablacar en France. C'est le transport, comment dire, c'est le covoiturage, voilà. Pendant 3 ans, ils ont été dans des difficultés financières, mais ils ont tenu le coup jusqu'à ce que l'idée prenne. Donc il faut être patient, il ne faut pas avoir peur d'être pauvre, il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir d'argent, et voilà, c'est l'expérience, c'est l'aventure qui compte au final. Il y a une question là-bas. Concernant l'association Startup Maroc, quels sont les critères qu'elle prend en considération lorsqu'elle choisit à financer un projet? Alors Startup Maroc, elle ne finance pas les projets. Elle vous permet de tester, on va dire, de présenter votre projet, de le tester, de voir comment les gens vont réagir à votre idée au simple fait de l'entendre. Et c'est une opportunité pour rencontrer des personnes qui sont intéressées d'investir dedans. D'ailleurs, la vidéo de Startup Marrakech a été filmée. Ah ouais? Bah ouais, elle est sur YouTube. Startup Marrakech, tu vas trouver la vidéo de l'année dernière, je crois. Voilà, parce qu'il était... on était ensemble, et pour vous raconter l'anecdote, ça s'est passé en moins d'1 heure de décider. Moi, j'ai appris 1 heure avant qu'il y avait Startup Marrakech. J'ai préparé mon pitch rapidement, je me suis inscrit en ligne. Il prenait 60 places, je crois que j'étais la 58e place. Et voilà, j'avais aucune pression dans ma tête, c'était juste une expérience, et puis au final, à la fin de l'expérience qui a duré 3 jours, voilà, j'ai remporté le prix, et j'ai été propulsé à Casablanca au Technopark, etc. J'ai été contacté par un monsieur qui dirige une grande société de pharmaceutique, vraiment une grande. Donc j'ai été retrouvé dans son bureau pour discuter de ça, parce qu'ils ont développé, on va dire, un département pour investir dans des idées technologiques et tout. Enfin bon, il y a des gens qui sont intéressés par ça au Maroc. Il y a encore une question. Il y a une question? Allez, une dernière, allez. Profitez-en. Ça peut être une question personnelle, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. C'est concernant le MNF. Parce qu'on a cherché à trouver qu'il y ait des investissements d'avancement et des investissements de capital. Les investissements d'avancement concernent les startups qui viennent de commencer. Donc, le type de votre startup. Est-ce que vous avez essayé de leur proposer votre candidature pour Maroc Numérique? Non.
parce que je me suis renseigné avant et pour mon devis, je cherche pas forcément un investisseur pour l'instant. Et j'ai rencontré des personnes et j'ai vu que c'était très simple en fait de trouver un investisseur. On n'est pas forcément obligé par passer par une structure. Il suffit juste de prendre des parcours à travers réseau Entreprendre, Maroc Entreprendre, parce que l'accompagnement qu'on vous propose, c'est des dirigeants de sociétés qui vous accompagnent. Donc des fois, moi j'ai un ami qui a fait une application et son accompagnateur, plutôt mentor, c'était le PDG de Le Sieur. Donc après, il s'est transformé en client pour lui. Donc les opportunités, il n'y a pas forcément une structure qui va vous donner de l'argent. L'argent, je pense que c'est la chose la plus facile à trouver dans le monde des startups. Vraiment, c'est la chose la plus facile. Si vous regardez un peu Shark Tank, c'est une émission américaine sur les startups, et voilà, il y a des gens qui investissent quelques centaines de millions de dollars juste parce qu'ils ont vu une personne et ils ont échangé quelques mots. Et là aussi, au Maroc, il y a des investisseurs qui sont prêts à investir 1 million de dirhams dans une idée. Il y a des incubateurs aussi. Alors, après Startup Maroc, il faut passer par des incubateurs. Des incubateurs, c'est quoi? C'est des sociétés qui vous permettent de développer votre projet, moyennant un pourcentage dans la société. Par exemple, si j'aurais pris Adrentor chez un incubateur, il m'aurait aidé à développer la plateforme Analytics, acheter le matériel pour tester le GPS, le tracking, développer le processus de matching, rejoindre les deux. Enfin, c'est du travail, ça demande de l'argent, du financement. Donc l'incubateur, lui, t'aide à développer ton projet, il prend un pourcentage et il le teste. Une fois qu'il voit que vraiment ça marche et qu'il y a quelque chose à faire dans ce projet-là, il peut devenir investisseur ou il peut t'aider à trouver un investisseur. Parce qu'en général, dans un projet de start-up, on nous conseille de ne pas investir son argent, d'investir l'argent de quelqu'un d'autre. Très bien. Merci beaucoup encore, c'était tout pour cette. À la fois l'exposé,